bienvenue à tous, ici Gia. J'espère que ça va pour vous. La vidéo devrait être un peu en retard aujourd'hui, mais c'est pour une bonne cause. À la base, je me suis penchée sur le cas Valentich. Le cas Valentich, tout le monde en a entendu parler, c'est ce pilote d'avion qui a disparu en se faisant soi-disant courser par des ovnis. Et quand j'ai commencé à étudier ce cas, il s'avère qu'en réalité, je suis tombée dans un terrier de lapins. Et il y a tellement d'infos que j'ai même pas pu vous sortir la vidéo pour cette semaine. Je vous la travaille pour mercredi. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous pour mercredi, parce que mercredi, d'habitude, je fais des histoires un peu plus paranormales, mystérieuses, etc., etc. Mais là, on va faire une combinaison d'une disparition et d'une histoire mystérieuse, et je pense que ça devrait vous intéresser. En tout cas, aujourd'hui, je suis partie sur un sujet que j'avais déjà commencé à développer lors d'une dernière vidéo, c'est-à-dire les meurtres liés aux jeux vidéo. Bien sûr, si vous regardez régulièrement mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, c'est encore la meilleure façon de m'aider, et c'est gratuit, c'est un petit clic, et moi, ça me ravit. En tout cas, si vous êtes prêts, c'est parti. Penchons-nous ensemble sur ces histoires complètement folles de meurtres liés à des jeux vidéo. Aujourd'hui, on va partir en Russie, dans la région de Krasnodar, dans le sud-ouest de la Russie plus précisément. Et on va partir dans la ville de Tuapse. Nous sommes le 12 avril 2010. Et environ à 1h du matin, il va se passer quelque chose d'abominable au sein d'une maison. Il est donc 1h du matin. Les deux parents dorment tranquillement dans le même lit, donc c'est-à-dire le papa et la maman. Quelque part dans la maison se situe un garçon de 14 ans. Théoriquement, rien ne devrait se passer, et pourtant, cette nuit-là ne va pas se passer du tout comme toutes les autres nuits qu'ils ont pu passer avec leur garçon sous leur toit, étant donné que cette nuit-là, le garçon va littéralement devenir dingue, il n'y a pas d'autre mot, et il va s'emparer d'une masse. Une masse, c'est énorme, c'est lourd une masse. Et il va aller avec cette masse jusqu'à la chambre de ses parents, et là, arrivé devant le lit de ses parents, il va s'attaquer à son père en lui mettant une dizaine de coups de masse en pleine tête. Bien sûr, vous imaginez bien que le pauvre homme n'aura même pas le temps de réagir. Il était en train de dormir, donc on n'a pas trop de réaction quand on dort. Il a peut-être senti la douleur, ça c'est sûr, mais malheureusement il n'a pas eu le temps de souffrir très longtemps au vu de la violence de l'attaque. La raison de cette attaque, c'est que le garçon de 14 ans avait été privé de sa console de jeu, et plus précisément du clavier de sa console de jeu, ce qui l'empêchait de jouer à ses jeux vidéo. Pourquoi ? Tout simplement parce que ses parents ont dû sévir. Le garçon de 14 ans avait passé une semaine non-stop sur son écran à ne faire que ça. Limite, il sortait pour manger 10 minutes, il retournait devant la console, il faisait des pauses seulement pour aller aux toilettes et à peine pour se doucher. Donc au bout d'une semaine, les parents ont sévi, ils lui ont dit écoute, là tu débordes complètement, t'es en train de sortir de la réalité, il faut qu'on te prive de ta console, on est désolé mon grand, mais il va falloir qu'on te prive quelque temps pour que tu reviennes à la normale. Pendant une semaine, le garçon sera privé de sa console. Et ce 12 avril, à 1h du matin, il va en avoir marre, il veut récupérer sa console. Il va s'armer de sa masse, aller frapper son père à la tête avec, et là il va rester figé dans la chambre. Là vous imaginez bien, la mère avec son fils au pied du lit, une masse ensanglantée à la main, le corps de son mari dans le lit. Elle a complètement paniqué, la pauvre, et elle a tout de suite compris pourquoi l'adolescent avait fait ça. Alors elle a été assez maligne et elle lui a rendu son clavier histoire de se mettre en sécurité, et ça a marché puisque l'ado de 14 ans, je rappelle, a pris son clavier et après avoir infligé des coups de masse mortels à son père, est allé se reposer tranquillement devant son jeu vidéo pour y jouer pendant plusieurs heures. Après ces plusieurs heures de jeu, il s'est endormi. Sa mère, qui elle était restée le plus silencieuse possible jusque-là pour se faire oublier en espérant que son gamin tape pas une autre lubie à essayer de lui mettre des coups de masse à elle aussi, a pris son téléphone et a appelé sa famille. Elle leur a donc raconté tout ce qui venait de se passer. La famille a été complètement abasourdie d'entendre ça, et quand ils ont compris que la maman n'avait pas encore appelé la police, ils l'ont fait à sa place, et la police est donc venue récupérer l'adolescent de 14 ans chez lui qui était encore en train de dormir. Bien sûr, l'adolescent a été arrêté pour meurtre, et au vu de ce qu'il a fait, même s'il a un jeune âge, la loi
en vigueur en Russie permet de le juger et donc il va être jugé pour l'assassinat de son père. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi cette histoire elle m'a fait vriller. Le gamin a pris une masse pour attaquer son pauvre papa quoi. Il a été puni de console, mais c'était normal, il a passé une semaine non-stop sur sa console. C'est de la folie, ça aurait pu le rendre malade. Les parents ont essayé de le protéger et lui il a pris une masse. Enfin moi ça m'a... Voilà, cette série je la trouve extrêmement intrigante, intéressante, je sais pas quel mot utiliser, mais je trouve qu'au niveau de la psychologie humaine, on voit à quel level les gens peuvent aller. Je veux dire, le gamin, il vient de tuer son père pour un clavier, quoi. Enfin, c'est un truc de dingue. Mais attendez, bougez pas. Attendez de voir les autres histoires, c'est pas fini. On va changer de pays maintenant. On va partir aux États-Unis, dans la ville de Philadelphie. On est le 12 mars 2022. Et on va aller rejoindre une famille composée de plusieurs enfants, 4 en tout, un grand de 17 ans, un autre de 9 ans, 2 petits garçons, et 2 petites filles, une de 7 ans et un bébé d'1 an, 1 an et demi. Tous les 4 sont à la maison avec leur maman. Ils sont tous demi-frères et demi-sœurs parce que la maman a eu plusieurs maris et donc plusieurs enfants avec chacun de ses maris, et donc ils vivent comme une belle famille recomposée à la maison tous ensemble. Et pourtant, leur paisible vie va tourner au drame ce mois de mars 2022 quand les 2 garçons vont commencer à jouer aux jeux vidéo. Alors encore une fois, le jeu vidéo c'est pas censé être dangereux, hein. Enfin moi je veux dire j'y joue tous les jours, hein. Ma fille et moi on joue à Mario, avec mes potes aussi, je joue à Worms, je joue à Soul Calibur, c'est un jeu de combat pourtant, j'ai joué à SSX toute ma vie, je joue à Rayman, enfin je fais pas des jeux violents non plus, mais on peut jouer à un jeu sans s'énerver et tout se passe bien. Mais là, en l'occurrence, il y a des personnes qui pètent des plombs quand ils jouent aux jeux vidéo et c'est ça le problème. C'est pas le jeu vidéo en soi le problème. C'est le fait de ne pas se contrôler et dans certains cas d'avoir accès à des armes, à des choses auxquelles les enfants ne devraient pas avoir accès. Parce que après un coup de violence, un coup d'énervement, voilà quoi, avoir une arme qui traîne, ça peut dégénérer. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans notre histoire. Les 2 garçons étaient en train de jouer. Donc l'ado de 17 ans, le garçonnet de 9 ans, ils vont commencer à se disputer par rapport à leur jeu. Malheureusement, je sais pas quel jeu, mais ils vont commencer à s'embrouiller par rapport à leur jeu. Le garçon de 17 ans va commencer à harceler entre guillemets son frère et il va finir par prendre un pistolet à air comprimé et faire mine de le viser avec. Déjà, c'est pas très malin de sa part, c'est extrêmement violent pour un gamin de 9 ans de se faire viser avec, même si c'est par une arme à air comprimé. Et en l'occurrence, le gamin de 9 ans va littéralement péter un câble, disjoncter, et il va aller chercher une vraie arme et il va tirer dans la tête de son frère de 17 ans. Son frère va survivre à l'attaque, mais il va être bien sûr emmené à l'hôpital en urgence, et 2 heures après son arrivée, il sera déclaré décédé. En même temps, il a pris une balle en pleine tête. Voilà, il y avait très peu de chances qu'il survive. Je vous ai dit qu'il y avait des enfants aussi dans cette maison. Il y a aussi notre petite fille qui a été blessée dans cette histoire parce qu'elle a eu tellement peur en entendant le coup de feu qu'elle a essayé de sortir en urgence de la maison et qu'elle s'est blessée, donc elle aussi a dû être emmenée à l'hôpital. Le truc c'est que là on parle d'un gamin de 9 ans. À 9 ans on va pas en prison et théoriquement, légalement, il n'y a même pas de raison qu'on puisse le mettre en prison. Il est encore mineur et on n'est même pas sûr qu'il comprenne ce qu'il a fait. Donc là en ce moment c'est encore étudié pour savoir si ce jeune homme, ce jeune garçon, ce pichounet, c'est encore un pichoun, il a 9 ans quoi. Donc si ce gamin-là va aller en prison, entre guillemets pour adolescent bien entendu, mais est-ce qu'il va être détenu ou non? Est-ce qu'il avait conscience de ce qu'il a fait ou non? Mais là est toute la question quoi, à force de jouer à des jeux avec des armes, est-ce qu'il aurait pas confondu la réalité avec ces jeux vidéo? Franchement, c'est possible. Après, je sais que son grand frère le visait avec un pistolet à air comprimé, ce qui a certainement fait dégénérer les choses. Mais tout est parti d'une dispute pour une console et ça a fini avec des vraies armes. Je trouve ça hallucinant personnellement. J'imagine même pas l'état psychologique de la maman quand elle a entendu le coup de feu, qu'elle est allée dans le salon et qu'elle s'est rendue compte que son gamin de 17 ans s'était fait tirer dessus par son autre gamin de 9 ans. 9 ans quoi, je veux dire, il est tout petit encore, c'est fou. Enfin, voilà. Donc là, on est en train de mener une enquête pour savoir comment il a réussi à se fournir cette arme, est-ce qu'elle appartenait à la maman et est-ce qu'il est apte à être jugé. Je pense qu'à 9 ans, il devait se rendre compte de ce qu'il faisait. Est-ce qu'il avait conscience que c'était une vraie arme ou non? J'en sais rien, mais dans tous les cas, il faut un suivi pour un acte comme ça. On peut pas le remettre dans la société comme ça. Il faut qu'il soit suivi, ce gamin. Enfin, je pense que là-dessus, tout le monde sera d'accord.
Et là on part au Pakistan cette fois. Je vous ai dit on allait faire un tour du monde, hein. Là on a fait la Russie, les États-Unis, bienvenue au Pakistan. On est le 3 février 2022 et la police pakistanaise va lancer un appel au secours. Elle va demander à ce que le jeu Player-Unknown's Battleground ou PUBG soit interdit dans le pays. Littéralement interdit. C'est pas la première fois que ça se produit, il y avait déjà eu des discussions là-dessus parce que le jeu est extrêmement violent et que certaines personnes ont eu des réactions violentes après ce jeu. Le but de ce jeu, il est tout simple, il y a plein de personnes sur la map et le but du jeu c'est d'être le dernier debout. Ali Zayn a 14 ans et il vit avec sa maman, 2 sœurs et un frère. Et depuis quelques temps, depuis qu'il a commencé à jouer à PUBG, il est H24 dans sa chambre. Il est enfermé dedans, il n'en sort plus. La vie sociale et familiale pour lui c'est terminé. Tout ce qui compte c'est son jeu. Bref, il était complètement accro, vraiment, il ne faisait que ça de ses journées. Au point de plus sortir de sa chambre, je vous le dis, c'est quand même balèze là. Toujours est-il que un jour, donc le 18 janvier 2022, il va lui passer un truc par la tête mais complètement délirant. Dans le jeu, quand on tue une personne, à un moment, elle revient à la vie. Je veux dire, après chaque fin de partie, quand tout le monde est mort et qu'il en reste qu'un seul, tout le monde se relève et debout les morts et voilà quoi. On recommence une partie. Dans la tête d'Ali Zayn, ce jour-là, il s'est dit qu'il allait jouer à PUBG en vrai dans sa maison avec sa famille et qu'à la fin de la partie, tout le monde allait se relever. Donc là, on peut littéralement dire que le jeune Ali Zayn a vraiment confondu le virtuel et le réel parce que le gars a tiré sur sa famille en se disant qu'ils allaient revenir à la vie comme dans son jeu. Et il avait 14 ans. Enfin, je veux dire, vous avez déjà vu, vous avez vous-même été ado, vous avez déjà vu des ados de 14 ans. Je veux dire, on n'est pas aussi, excusez-moi du mot, mais débile que ça à 14 ans. Je comprends pas ce qui leur est passé par la tête à ces gamins pour confondre le virtuel et le réel. Ça me paraît fou d'en arriver à ce point-là. Mais apparemment, comme on est en train de le voir, c'est plutôt courant en réalité, quoi. Et c'est malheureux parce qu'encore une fois, là, c'est une famille carrément qui a été abattue. Bien sûr, le jeune Ali Zayn a été arrêté, a été mis en garde à vue. Et là, vu qu'en Inde, il n'y a pas réellement de prison pour les jeunes, il va être mis en détention avec d'autres adolescents pour essayer de le, entre guillemets, reformater, de le remettre dans la vie sociale et pouvoir espérer qu'il ait une vie standard quand il sera grand. Je pense sincèrement que ça va faire comme pour Amarjid Sada, c'est-à-dire qu'on va le soigner comme on peut, parce que finalement il n'y a pas de pathologie ce gamin, mis à part qu'il confond le virtuel et le réel. On va essayer de lui donner des soins psychologiques, mais arrivé à la majorité, à 18 ans, on va lui donner une nouvelle identité et il va pouvoir reprendre une vie normale. Tout ça pour un jeu vidéo, je trouve ça aberrant. Et pour cette histoire, on va rester en France et on va partir dans le nord, près de Douai. On est dans la soirée du 29 janvier 2016. Et on va partir chez la famille Gamez. La famille Gamez est composée d'un papa qui s'appelle Raphaël Gamez et qui a 28 ans, d'une maman et de leur petit garçon qui s'appelle Jason et qui vient d'avoir 6 mois. Plus tôt dans la soirée déjà, il y a eu un premier incident. C'est-à-dire que la femme de Raphaël a essayé de parler avec lui et que vu qu'il a refusé de l'écouter, elle a éteint la console. Apparemment, fatale erreur, le papa est complètement accro à sa console et il a poussé la maman contre un mur extrêmement violemment. La maman un peu énervée de la dispute qui vient de se passer, en fait concrètement de la violence qu'elle vient de subir, on va appeler un chat, est partie s'acheter du tabac en laissant son gamin à la maison, dans son lit, sous la surveillance de son père. Mais comme vous avez dû le comprendre, vu qu'on est sur la vidéo spéciale jeux vidéo et console, le papa était en train de jouer. C'était un fan de Call of Duty et il lâchait pas le morceau. Il était H24 sur ce jeu. En l'occurrence, il avait une vie plutôt mouvementée, il était connu pour des faits de violence et de vol, il avait eu 13 condamnations en l'occurrence, il avait arrêté l'école très jeune, c'est-à-dire à 15 ans, après c'est pas mal non plus quand on veut travailler, pourquoi pas, mais là à leur âge, il était en recherche d'un emploi. Donc il passait sa journée sur Call of, la journée entière. Je veux dire, il passait à peine du temps avec son fils et sa femme, il se levait le matin, il allumait sa console, il fumait 2-3 clopes aromatisées si vous voyez ce que je veux dire, et il continuait toute la journée à jouer à sa console, il n'y avait que ça qui l'intéressait.
Donc ce 29 janvier, quand sa femme va essayer de lui parler, alors qu'il est déjà, comme il le dira, en train de s'énerver sur son jeu, parce que Call of Duty, c'est soit ça se passe bien, et on est un bon joueur, on tire tout le monde et on est content, soit on n'arrive pas à viser correctement, il y a des jours ça arrive, et c'est vite énervant effectivement. Et c'était un jour comme ça, là il s'énervait sur sa console. Donc sa femme, elle est venue lui parler, il l'a poussée, elle est partie, et quelques minutes après, leur fils s'est mis à pleurer, Jason. En même temps, normal, le gamin de 6 mois vient d'assister à une dispute tellement violente que le père a poussé la mère contre le mur et la mère a décidé de partir s'acheter des clopes. Enfin, je veux dire, c'était relativement violent. Ça a dû réveiller le gamin ou alors au moins l'inquiéter, ce qui fait que le petit s'est mis à pleurer. Et là, je vais vous citer les mots de Raphaël. Il dira « Quand Jason s'est mis à pleurer, je me suis levé pour voir ce qu'il avait. Mais plus je m'approchais du berceau, plus il pleurait. Moi, tout ce que je voulais, c'est qu'il s'arrête de pleurer. » Et qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il s'arrête de pleurer? Eh ben, il a battu son gamin à mort. Il l'a battu, il lui a mis des coups de poing jusqu'à ce que le gamin arrête de pleurer. Sauf que le gamin, il avait 6 mois. Vous imaginez à 6 mois se prendre des coups de poing? Enfin, je veux dire, le crâne est même pas encore formé, il est tout mou, la fontanelle est même pas fermée. C'est un truc de fou ce qu'il a fait à son gamin. Bref. Là, il a fait quoi? Il a pris le gamin, il l'a posé dans le lit, ni vu ni connu, je t'embrouille. Il a couvert le gamin et il a espéré que ça passe. Au bout d'une trentaine de minutes, la maman de Jason rentre à la maison. Bien entendu, elle va voir comment va son fils et là, elle trouve qu'il est bizarre. Et quand elle appelle son mari, donc Raphaël, et qu'elle lui dit « qu'est-ce qu'il a Jason ?» Raphaël lui dira que c'est le chien qui lui a sauté sur la poitrine. Parce qu'ils ont un chien d'une taille assez conséquente et Raphaël dira que le chien lui a sauté sur la poitrine au gamin, donc à Jason, et qu'après ça, il l'a posé dans son lit et qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. La maman, paniquée, bien sûr, va appeler les secours et les secours vont très vite se rendre compte que le gamin est non seulement inanimé, mais qu'en plus il est mort. La maman n'a rien eu le temps de faire pour sauver son enfant, il était déjà mort quand elle est rentrée dans la maison. Une autopsie sera bien sûr réalisée sur le pauvre tout petit Jason, 6 mois. Vous imaginez faire une autopsie sur un corps d'un gamin de 6 mois, mais franchement, c'est à ces moments-là que je pense réellement aux médecins légistes. Je sais pas pour vous, mais moi, quand on me donne des âges comme ça, aussi petits, je pense forcément aux pompiers, aux policiers, aux médecins légistes, aux gens qui vont enterrer les corps. Je me dis, oh mon Dieu, comme ça doit être horrible. Enfin, on va en revenir à notre histoire. Le médecin légiste va donc pratiquer son autopsie et va bien statuer que c'est absolument pas le chien qui aurait fait tomber Jason et qui aurait mis un peu de poids sur sa poitrine et qui aurait fait que l'enfant serait décédé, mais bien le papa qui lui a mis des coups de poing parce que Jason était seul avec Raphaël dans la maison à ce moment-là. Donc ça peut être que Raphaël qui a fait du mal à Jason, logique, et en réalité le gamin est mort d'avoir été battu. Il a été battu à mort. On demandera 12 ans de réclusion contre Raphaël pour avoir commis un crime aussi horrible. Et en fait, une fois arrivés devant le tribunal de Douai, ils ont tellement été choqués qu'ils lui ont pas mis 12 ans, mais ils lui ont mis 15 ans. Et cette peine de 15 ans sera accompagnée d'un suivi socio-judiciaire pendant encore 3 ans après sa sortie. Personnellement, je trouve que 15 ans pour avoir tué son fils à coups de poing, c'est très très peu. J'imagine que la maman doit être très frustrée. Alors j'ai une énorme pensée pour elle, qui doit être encore certainement en France à cette heure-ci, qui doit être encore certainement dans le nord, près de Douai. Et honnêtement, je voudrais juste lui présenter toutes mes condoléances pour la mort de Jason, parce que c'est une mort horrible. Elle s'est juste absentée une demi-heure, et en tant que maman, j'ose imaginer qu'elle doit culpabiliser d'avoir quitté la maison, alors qu'elle devrait même pas. Le gamin était sous la surveillance de son père, théoriquement, il n'y aurait pas dû avoir de problème. Mais bon, en tant que maman, on culpabilise assez facilement quand il arrive quelque chose à notre enfant, que ce soit de notre faute ou pas, et je pense que cette maman doit vraiment pas être encore bien à leur âge. Donc je voulais lui présenter toutes mes condoléances et lui dire toutes mes pensées l'accompagnent. Et là, on va repartir encore une fois aux États-Unis. Mais franchement, mais ce pays, il arrive trop de trucs de dingue au mètre carré, quoi. Bon, après, je sais qu'il est grand, donc c'est normal qu'il se passe plus de trucs de fou chez eux. Mais là, sérieusement, accrochez-vous. On va parler de la petite Skylar qui avait 4 ans. Et si je dis qui avait, c'est parce que vous avez compris, ce sera elle, la victime. Skylar Mendez vivait avec sa maman, donc près de Chicago. Sa maman venait de se mettre en appartement avec son petit ami qui s'appelle Jonathan Fair et qui a 19 ans.
Ce jour-là, la maman était au travail et c'est donc Jonathan qui était chargé de surveiller la petite Skylar de 4 ans. Et la petite, qui est toute petite, je veux dire c'est une toute petite choupette, elle avait un verre de jus d'orange à la main et en fait en marchant avec son petit verre de jus d'orange, elle a renversé le verre sur la console de Jonathan. En même temps, c'est une gamine de 4 ans, c'est un tout petit bout de choune, ça arrive à tous les enfants de se casser la margoulette avec un verre, ça tombe sur la console, c'est pas de bol, mais ce que Jonathan va faire, c'est vraiment une horreur. Quand il va voir que la gamine a renversé son jus d'orange sur sa console, il va la prendre, il va la secouer de toutes ses forces en l'engueulant et il va la battre. Et il va la battre tellement fort que la petite va tomber inconsciente. Après ça, la maman va rentrer à la maison et découvrir son enfant endormi dans le lit. Elle va demander à Jonathan comment ça se fait que la petite Skylar dort déjà. Jonathan va lui dire elle est tombée, elle a dû se faire mal, elle était fatiguée. La maman va aller voir Skylar et se rendre compte qu'il faut absolument l'emmener aux urgences. Non seulement la petite est inanimée, mais en plus elle est pâle, elle est blanche, elle est vraiment pas bien, elle a du mal à respirer, il faut l'emmener. Elle arrive donc aux urgences et pendant plusieurs jours, les médecins vont essayer de sauver la vie de Skylar. Skylar va décéder après une opération qui visait à réduire un hématome cérébral qu'elle avait dû à ce que Jonathan lui avait fait. Bien entendu, Jonathan, au début, va dire qu'il n'a absolument pas touché la gamine, que la petite est tombée et que, voilà, elle s'est fait mal toute seule, en fait, cette pauvre enfant. Il l'a absolument pas touchée, c'est pas lui. Sauf que, bien entendu, les médecins sont pas dupes, hein. Ils vont pouvoir prouver que Jonathan a bel et bien fait du mal à Skylar et que l'hématome qu'elle a eu, c'était pas avec une chute. Il l'a battue, il l'a secouée et il finira par avouer son crime. Parce que c'est un crime, il a tué cet enfant. Il a été incarcéré, j'ai malheureusement pas trouvé la peine qu'il a reçue, mais connaissant les États-Unis, à mon avis là c'est prison à vie. Il a tué une gamine de 4 ans pour une histoire de console. Peut-être que là, vu qu'on est qu'en 2023, le procès est peut-être pas encore passé, ou alors ça n'a pas été divulgué tout simplement, mais en tout cas il aura prison à vie, c'est sûr. Ils l'ont enfermé avec une caution de 5 millions de dollars pour être sûr qu'il ne puisse pas payer sa caution et ne pas pouvoir voir le jour. Honnêtement, le juge a été choqué et on peut le comprendre. Tous ceux qui ont travaillé sur cette enquête ont été réellement choqués. Et la première, bien entendu, ce sera la maman de la pauvre Skylar qui l'aura retrouvée inanimée pour une histoire de console. La pauvre est juste partie travailler et elle aura retrouvé son enfant dans cet état. Pour le mot de la fin, comme la dernière fois, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, mis à part que les gens sont complètement tarés. Dans cette série, comme dans la série de la dernière fois, c'est la même chose. Les gens sont barjots, sont tarés. Pour oser faire du mal à quelqu'un pour un jeu vidéo ou pour une console, c'est vraiment hallucinant. J'espère que ce nouvel épisode vous aura intéressé. N'oubliez pas, on se donne rendez-vous mercredi, à peu près dans l'après-midi, normalement vers 18h30, pour la vidéo sur le cas Valentich. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous.